Le 25 décembre 2011 à 11h34, un appel au 911 a bouleversé les autorités de Grapevine au Texas. La voix à l'autre bout de la ligne, faible et désespérée, murmurait Aidez-moi, aidez-moi, avant que brutalement, la communication ne se coupe. Inquiet pour la sécurité des personnes à l'intérieur, la police a été rapidement dépêchée sur les lieux. Et en arrivant, les agents ont été frappés par un silence inquiétant. Lorsqu'ils ont forcé l'entrée, la scène qui s'est présentée à eux était d'une horreur indescriptible. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu arriver? Et qu'est-ce qui pouvait mener à quelqu'un à commettre une telle atrocité en plein cœur de la fête de Noël? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons traiter de l'affaire de la famille Yazampana et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous, ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Every fire department. Name, are you still there? Name, are you still there? Aziz Yazampana est né le 29 mai 1955 en Iran et a rapidement réussi à se bâtir une réputation d'homme strict et sérieux. Pourtant, ceux qu'il connaissait intimement ont souvent évoqué son attachement sincère et profond à sa famille. C'est dans son pays natal, en Iran, que ce dernier avait rencontré Fatma Rahmati, également appelée Nasrin. C'est une femme née le 4 février 1956 et qui allait devenir son épouse. Leur union avait alors marqué le début d'une toute nouvelle aventure pour ces deux personnes. Après leur mariage, Aziz et Nasrin avaient décidé de tout recommencer sur un nouveau sol en Amérique. Ils s'étaient alors installés à Colleyville, au Texas, où ils avaient fondé une famille et élevé deux beaux enfants, leur fille Nona, âgée de 19 ans au moment des faits, et leur fils Ali, âgé de 14 ans, toujours au moment des faits. Aziz, qui était le seul du foyer à ramener un revenu, travaillait dans le secteur de l'immobilier. De son côté, sa femme, Nasrin, en tant que mère au foyer, consacrait absolument tout son temps et son énergie à élever leurs enfants, à nettoyer la maison, à faire en sorte que tout le monde soit heureux et n'ait besoin de rien. Alors, bien que son mari a souvent été perçu comme une figure plutôt autoritaire, très stricte, comme dit au début, un voisin avait un jour confié qu'il aimait profondément ses enfants malgré tout. Cette famille, qui semblait banale en apparence, s'était engagée dans la poursuite du fameux rêve américain. Cependant, derrière cette façade ordinaire, des conflits silencieux et des difficultés s'étaient accumulés, posant les bases d'une tragédie qui a marqué à jamais ceux qui les connaissaient. Avec le temps, le mariage entre Aziz et Nasrin avait commencé peu à peu à se détériorer, principalement en raison de problèmes financiers assez récurrents, un sujet de dispute d'ailleurs très courant dans beaucoup de couples. En 1996, Aziz avait été condamné par une cour fédérale pour avoir effectué une fausse déclaration de revenus. Cette condamnation l'avait évidemment soumis à une probation de 3 ans et à une lourde amende composée d'un paiement de 1000 $ et d'une restitution de 30 111 $. Donc, vous vous doutez bien que ces pénalités financières, ajoutées à leurs difficultés financières déjà existantes, avaient plus que fragilisé leur situation économique, qui n'était déjà pas vraiment au top de sa forme. Quelques années plus tard, en 1999, la situation a continué de se détériorer, à un tel point que leur ennui financier avait atteint un point critique. Le couple avait alors décidé de déclarer conjointement faillite. Néanmoins, l'affaire avait été rapidement rejetée, laissant alors la famille dans une situation toujours plus compliquée, mais surtout instable. Déjà que lorsque c'est un couple, c'est très compliqué, mais lorsqu'en plus de ça, vous rajoutez deux enfants, ça devient encore plus dur, surtout qu'en 1999, les deux enfants étaient des enfants en bas âge. Donc forcément, ça coûte encore plus cher, puisqu'il y a toutes les fournitures pour les enfants, ça grandit très vite, donc il faut régulièrement racheter des vêtements, il faut qu'il n'ait aucune carence, bref, c'est assez compliqué pour eux de joindre les deux bouts.
Comme vous le voyez, c'était très clairement une descente en enfer, qui ne s'est malheureusement pas arrêtée puisque une fois de plus, les choses avaient encore empiré durant l'année 2007 cette fois-ci, lorsque Aziz a perdu son poste, privant ainsi le foyer de sa principale source de revenus. Jusqu'à ce moment-là, Aziz avait refusé que sa femme travaille, malgré le fait qu'elle disposait d'une licence d'État en cosmétologie et donc qu'elle aurait largement pu contribuer à leurs finances. Mais pour lui, c'était hors de question. L'homme était un petit peu de la vieille époque, hors de question que sa femme ne travaille. Elle doit rester à la maison, s'occuper des enfants et du foyer en règle générale. Mais bon, eh bien dans la vie, on ne fait pas toujours comme on veut, puisque après la perte d'emploi de l'homme, Nasrine avait décidé de prendre les choses en main. Elle avait trouvé du travail et accepté jusque 2 emplois dans des spas différents afin de subvenir aux besoins de sa famille. Son dévouement ainsi que ses efforts incessants avaient permis de maintenir le ménage à flot malgré des circonstances de plus en plus difficiles. Au fil du temps, son mari, de son côté, avait vu sa frustration grandir au fur et à mesure que la dynamique familiale évoluait. Les rôles traditionnels qu'il s'était efforcé de maintenir dans son foyer avaient drastiquement changé. Les rôles étaient pour ainsi dire inversés, ce qui avait profondément blessé l'homme, principalement dans son ego. Avec Nasrine devenu le principal soutien de la famille, financièrement parlant évidemment, Aziz avait commencé à ressentir une sorte d'impuissance grandissante. Sa dépendance financière envers sa femme, combinée à son incapacité à contribuer, avait affecté sa fierté de manière significative. Et je sais que, d'ailleurs on en parle souvent sur les réseaux sociaux, que c'est quelque chose qui frustre beaucoup d'hommes, que ça soit leur femme qui puisse gagner plus leur vie qu'eux. Mais bon, j'ai envie de dire, ce n'est que de l'argent, ce n'est qu'un salaire. Vous êtes en couple, soyez juste heureux l'un pour l'autre de gagner de l'argent, peu importe la somme, peu importe qui gagne le plus. De toute façon, la plupart du temps, cet argent contribue aux frais de la relation. Soyez juste fiers pour l'autre plutôt que d'être jaloux. C'est une sorte d'ego masculin que je ne comprends absolument pas. Quoi qu'il en soit, pour Aziz, cette situation, elle était très compliquée et ça avait clairement intensifié les tensions qu'il y avait au sein de leur mariage. Selon Machi, une amie de Nasrine qui possédait un salon de beauté à Plano, cette dernière s'était montrée infatigable dans ses efforts pour maintenir l'unité de la famille. Elle a d'ailleurs déclaré ceci. Elle a travaillé dur pour garder la famille unie, mais il n'était pas prêt à faire quoi que ce soit. Les amis ainsi que les voisins proches de la famille avaient également remarqué une atmosphère de plus en plus tendue au sein du foyer. Cette tension semblait directement liée au ressentiment qu'Aziz éprouvait face à l'inversion des rôles traditionnels. L'homme qui, autrefois, tirait une immense fierté d'être le pilier financier du foyer, avait beaucoup de mal à accepter que ce soit désormais Nasrine qui assumait cette responsabilité. Observer sa femme porter presque seule le poids des charges financières ne cessait de raviver en lui des sentiments d'amertume et de colère. Malgré les efforts constants et surtout infatigables de la jeune femme pour subvenir aux besoins de sa famille, les problèmes financiers n'avaient cessé de s'aggraver. Les 2 emplois de cette dernière ne suffisaient malheureusement pas à couvrir toutes les dépenses de la famille de 4 personnes. En août 2010, elle avait été contrainte de déposer une nouvelle fois une demande de faillite dans l'espoir de prévenir la saisie imminente de leur maison familiale. Malheureusement, cette tentative désespérée n'avait pas suffi à apaiser les tensions qui régnaient au sein du foyer. La frustration envers Aziz avait continué de croître, non seulement chez Nasrine, mais aussi chez leurs enfants, Nona et Ali. Ces derniers, confrontés à une situation familiale de plus en plus difficile, parce que ils avaient beau être des enfants, ils ressentaient très bien ce qui était en train de se passer, ces derniers ressentaient un profond ressentiment envers leur père, dont l'inactivité et le refus persistant de contribuer pesaient lourdement sur tout le monde. Après 24 années de mariage, Nasrine avait atteint ses limites et ça peut largement se comprendre. Un changement de vie, une perte d'emploi, ça peut arriver à tout le monde, à vous, à moi, à votre tante, bref. Un besoin d'un peu de temps devant soi aussi pour pouvoir se remettre d'un burn-out, d'une dépression, tout le monde peut y faire face, ça peut être compliqué pour n'importe qui d'entre nous, mais à un moment, il faut reprendre du poil de la bête. Surtout lorsqu'on voit sa femme littéralement galérer avec plusieurs emplois, qui restent insuffisants pour faire vivre la famille, surtout si en plus de ça, on ne supporte pas la situation, et que ça ne fait qu'engendrer des tensions supplémentaires dans la famille. Mais bon, l'homme n'était clairement pas décidé d'aller de l'avant,
Et c'est de cette façon qu'en avril 2011, Nasrin avait décidé de quitter la maison familiale de Colleyville, une demeure spacieuse de 280 mètres carrés, pour commencer une nouvelle vie, dans un endroit plus petit, certes, mais au moins elle pouvait gérer son argent comme elle le voulait, elle n'avait plus de mari sur le dos qui ne travaillait pas et qui ne faisait qu'accroître les tensions au sein du foyer. Elle s'était installée avec ses deux enfants dans un complexe d'appartements appelé Lincoln Vineyard à Clubvine, situé à environ 3 kilomètres de leur ancienne maison. Aziz, de son côté, était resté dans la maison familiale, complètement seul, et je me demande bien comment il avait prévu de payer le loyer ou bien le crédit qui est associé à cette maison. Aux yeux des inconnus, cette séparation semblait s'être déroulée assez discrètement, sans trop de heurts, sans trop de fracas, au point où même les voisins n'avaient remarqué que très peu de signes révélateurs de discorde au sein de la famille. Certains n'étaient même pas au courant que Nasrin et ses enfants avaient déménagé. Fred Didmars, un voisin habitant juste en face de la maison familiale, avait évoqué un souvenir récent qui contrastait largement avec la réalité de leur séparation. En effet, quelques mois auparavant, il les avait tous vus ensemble participer à un vide-grenier, donnant l'impression d'une famille toujours unie et heureuse. Il se souvenait également d'avoir vu Aziz s'impliquer activement dans la vie de ses enfants. Un événement marquant est d'ailleurs resté gravé dans sa mémoire, celui de ce père de famille qui avait participé comme volontaire lors d'un tournoi de débat organisé par le lycée où Nona, sa fille, avait concouru. Ces moments donnaient évidemment à l'extérieur l'impression d'un père investi et dévoué. Pour les habitants du quartier, Aziz apparaissait alors comme une figure chaleureuse et sociable. Fred avait même déclaré ceci. D'après tout ce que nous avons vu, il était activement engagé avec ses enfants. Il était assez extraverti. Si vous le voyez, il vous dirait bonjour et discutait avec vous. Pendant ce temps, Nasrin et ses enfants travaillaient avec acharnement pour avancer dans leur nouvelle vie, loin de l'ombre que l'homme avait clairement jetée sur le foyer. Malgré les épreuves, ils semblaient trouver peu à peu un équilibre. Forcément, ça prend un petit peu de temps entre un divorce, un nouvel endroit, une nouvelle routine, une personne en moins dans le foyer, ça se ressent, eh bien, ça me prenait un petit peu de temps à trouver un équilibre. Mais peu à peu, eh bien, ils y arrivaient. Ils y arrivaient même mieux que lorsqu'il y avait Aziz à leur côté. Nona, par exemple, avait obtenu son diplôme à l'école secondaire Colleyville Heritage. Elle s'était ensuite inscrite dans un collège communautaire local, tout en nourrissant le rêve ambitieux de rejoindre une université californienne afin d'étudier le droit et de devenir avocate. Cependant, cette façade de progrès et de résilience cachait malheureusement des difficultés bien plus profondes. Selon l'une des amies proches de Nona, cette dernière aurait confié en août 2011 que sa vie devenait de plus en plus compliquée. Pourtant, l'adolescente n'avait jamais donné auparavant de détails précis sur les problèmes qu'elle pouvait rencontrer dans sa vie. Pour Aziz, la situation prenait également une toute autre tournure. Observer sa famille s'épanouir sans lui, tout en perdant le soutien financier de Nasrin, avait alimenté en lui peu à peu une colère sourde et croissante. Ce sentiment d'exclusion et d'impuissance semblait le ronger davantage chaque jour et l'éloigner de toute forme de paix intérieure. Aziz était clairement arrivé à un point de rupture. Ce qui allait suivre serait une tragédie dévastatrice, laissant derrière elle une empreinte indélébile dans la vie de tous ceux qui avaient été liés à lui, de près ou de loin. Le 25 décembre 2011, jour de Noël, de fête, techniquement d'amour et de paix. Nasrin s'était préparée avec enthousiasme à organiser une fête dans son tout nouvel appartement. Après une année marquée par des bouleversements, elle espérait que ce moment festif apporterait une lueur de joie, d'espoir mais également de réconfort à sa famille. Aux côtés de ses enfants, elle avait invité sa sœur Zori, son beau-frère Hossein Zareh et leur fille Sarah afin de partager cette soirée, mais ne souhaitait évidemment surtout pas y voir son ex-mari Aziz. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce dernier avait appris l'existence de ce rassemblement familial. Submergé par un mélange de rage et de jalousie, il n'a clairement pas supporté d'être exclu de ce moment en famille. Déterminé à s'imposer malgré tout, il avait enfilé un costume de Père Noël avant de se rendre au complexe d'appartement de son ex-femme. Ce dernier a garé son SUV pas très loin du complexe d'appartement,
Puis il est venu frapper à la porte, prétextant vouloir surprendre les enfants pour Noël. Dans le but d'éviter un conflit devant les invités, mais surtout devant les enfants, Nasrin avait accepté de le laisser entrer. Néanmoins, l'atmosphère s'était immédiatement alourdie. Vous savez très bien de quoi je parle. Lorsque des fois, vous êtes à un endroit, il y a une personne qui rentre, et tout d'un coup, l'ambiance est complètement différente. C'est froid, c'est lourd, c'est bizarre. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se trame. Bref, très clairement, personne ne semblait réellement heureux de sa présence, même les enfants, et les tensions se faisaient largement ressentir. La nièce de Nasrin, Sarah, avait même envoyé un message assez sarcastique à une amie à 23 heures, déclarant ceci. Alors voilà, nous sommes là, nous venons d'arriver ici, et mon oncle est malheureusement lui aussi venu, habillé comme le Père Noël. Génial. Un peu plus tard, à 23h15, elle avait écrit un autre message, cette fois un petit peu plus chargé de frustration. Maintenant, il veut être un bon père et gagner le prix du père de l'année. Puis, à 23h34, comme vous voyez très peu de temps après, une urgence inimaginable s'est produite. Un appel au 911 avait été effectué depuis l'intérieur de l'appartement. L'opérateur avait perçu une voix à peine audible chuchoter désespérément les mots « Aidez-moi, aidez-moi ». L'appel avait été brutalement interrompu, laissant la situation dans une inquiétante incertitude. Réagissant à cette alerte, la police avait rapidement localisé l'adresse et envoyé directement une équipe afin de vérifier ce qui se passait, si c'était un canular ou quelque chose de sérieux. Il vaut mieux être sûr. À leur arrivée sur les lieux, 3 minutes plus tard, les agents ont frappé à la porte sans obtenir de réponse. Ils ont alors décidé de pénétrer à l'intérieur, où ils avaient été confrontés à une scène d'horreur mais inimaginable. Au milieu des décorations de Noël ainsi que des cadeaux qui étaient tous encore emballés, les corps sans vie de 7 membres de la famille gisaient sur le sol. Ce massacre, froidement calculé, avait anéanti toute une famille. Ali, Nona, Sarah et Zoé avaient été abattus de plusieurs balles à la tête, tandis qu'Hossein présentait des blessures par balles à la tête, à la poitrine et également à l'abdomen. Ces multiples impacts laissaient penser qu'il avait peut-être tenté de s'enfuir ou encore de résister à l'agresseur. Nasrin et Aziz, eux, avaient chacun été retrouvés avec une seule balle dans la tête. Sur les lieux, les enquêteurs avaient découvert 2 armes à feu, ajoutant une dimension troublante à ce carnage, laissant penser qu'il y avait peut-être 2 tireurs ou une personne qui avait tenté de se défendre. L'une était un pistolet de calibre 9 mm, tandis que l'autre était une arme de calibre 40. L'autopsie qui a rapidement été réalisée a également révélé un détail troublant. Toutes les victimes, sauf Hossein, avaient été abattues avec la même arme. Hossein, quant à lui, avait été tué avec les 2 pistolets retrouvés sur les lieux. Étrangement, ce dernier avait été découvert tenant dans sa main le pistolet de calibre 9 mm, l'une des armes utilisées pour son meurtre, tandis qu'Aziz tenait l'autre arme, une arme de calibre 40. L'absence d'effraction de l'appartement n'avait fait, au départ, qu'épaissir le mystère, mais dès le 26 décembre, les enquêteurs étaient convaincus d'avoir identifié le meurtrier. La première avancée majeure dans l'enquête provenait du traçage des armes utilisées lors du massacre. Le pistolet de 9 mm avait été acheté en 1996 et était enregistré au nom d'Aziz. Les tests balistiques ont ensuite confirmé que cette arme avait été utilisée à plusieurs reprises sur les lieux du crime. En parallèle, les tests de résidus de tir ont révélé des indices cruciaux. Aziz présentait des résidus sur ses 2 mains, confirmant qu'il avait tiré plusieurs fois avec une arme. Hossein, en revanche, ne portait qu'une seule trace résiduelle sur lui, semblable à celle retrouvée sur les autres victimes, ce qui indiquait qu'il n'avait pas activement utilisé une arme à feu. Les enquêteurs ont ensuite réexaminé l'appel glaçant passé au 911 à 23h34 depuis l'appartement. En améliorant l'audio, ils ont découvert des détails supplémentaires amplifiant, une fois de plus, l'horreur de ce crime qui est déjà atroce. 2 voix distinctes pouvaient être entendues sur l'enregistrement. La première, en arrière-plan, était un murmure désespéré qui répétait donc « Aidez-moi, aidez-moi ». Mais c'était la fin de l'appel qui a révélé un élément crucial. Une voix chuchotée, un peu plus audible, a prononcé les mots terrifiants « Je tire sur les gens », avant que l'appel ne soit brutalement interrompu. L'analyse de l'enregistrement a confirmé que cette voix appartenait à un homme plus âgé et toutes les preuves pointaient vers Aziz. Ce chuchotement glaçant
interprété comme un aveu, a confirmé que l'homme lui-même avait passé l'appel au moment où il commettait l'acte atroce. Les enquêteurs pensent qu'avant de retourner l'arme contre lui, Aziz avait tenté de brouiller les pistes et de détourner les soupçons. Le pistolet de calibre 9 mm, qui était enregistré à son nom, avait été placé dans la main de Hossein. Cependant, cette arme avait été soigneusement nettoyée, effaçant toute empreinte digitale, un détail qui confirmait que l'arme avait été intentionnellement manipulée pour incriminer Hossein. Malgré ses efforts afin de falsifier les preuves, les indices collectés sur la scène du crime ont inéluctablement révélé la vérité. Aziz avait prémédité et exécuté tout ce massacre. Dans ce dernier acte macabre, il avait non seulement privé sa famille de leur vie, mais avait également cherché à manipuler la manière dont le crime serait perçu par la suite. Le sergent de la police de Grapevine, Robert Eberling, a résumé ce drame avec ces mots. Nous pensons qu'il était simplement là pour célébrer Noël avec les autres et qu'il a décidé, pour une raison quelconque, que c'était ainsi qu'il allait mettre fin aux choses. Je pense qu'il a probablement été dépassé quand tout a été dit et fait et a décidé de se suicider à la place. Nous n'avons vraiment pas une idée claire de la raison pour laquelle il a fait ça. Parfois, il n'y a pas vraiment de bonne explication à un comportement irrationnel. Les paroles du sergent illustrent l'absence de justification rationnelle à un acte aussi tragique et brutal. Cette tragédie a laissé une marque indélébile non seulement sur la famille Yazampana, mais également sur toute la communauté, secouée par l'ampleur de ce drame inexplicable. Déjà qu'un meurtre, en règle générale, ça va secouer une grande partie de la communauté, mais là, il y a quand même 7 personnes qui sont décédées. 6 meurtres et un suicide. Les événements qui ont conduit au massacre de Grapevine demeurent enveloppés d'un voile de mystère. Ce qui s'est exactement déroulé dans le bref espace-temps entre les messages envoyés par Sarah à ses amis et l'appel déchirant au 911 ne sera probablement jamais entièrement compris. Alors que le mobile apparent de cette tragédie semble résider dans la colère évidente et la jalousie d'Aziz face à la prospérité de sa femme et de ses enfants sans lui, d'autres théories ont été évoquées pour tenter de discréditer son état d'esprit et les motivations qui auraient pu le pousser à commettre un tel acte. Par exemple, un article publié par le Dallas Morning News a révélé que l'homme semblait perdre le contrôle de sa vie dans les mois précédant la tragédie. Comme mentionné, sa femme avait demandé le divorce, sa maison faisait face à une forclusion imminente et sa fille de 19 ans, Nona, fréquentait quelqu'un qu'il désapprouvait fortement. Lacey Reed, une amie et camarade de classe de Nona, a décrit à quel point son père exerçait un contrôle strict sur la vie de sa fille, souvent au détriment de son bien-être émotionnel. Lacey a confié ceci. Nona venait à l'école en pleurant et nous disait que son père était complètement fou. Il ne la laissait pas porter certaines choses et confisquait constamment son téléphone, vérifiait son historique d'appels et même ses messages. Elle n'avait pas le droit de sortir avant un certain âge et même lorsqu'elle obtenait cette fameuse permission, elle ne pouvait fréquenter personne en dehors de leur ethnie ou de leur religion. Selon la même source, Aziz avait pris des mesures extrêmes pour surveiller et contrôler toute sa famille. Il aurait installé des caméras sécurité autour de leur maison afin de surveiller chacun de leurs mouvements. Il avait même scellé la fenêtre de la chambre de sa fille pour empêcher qu'elle ne sorte discrètement la nuit pour retrouver son petit ami. Cet environnement plus que oppressif illustre non seulement les tensions au sein de la famille, mais également l'obsession croissante d'Aziz pour maintenir un contrôle total sur sa vie et celle de ses proches. Le Dallas Morning News a également publié des révélations troublantes issues de documents obtenus grâce à des demandes de dossiers publics. Ces rapports de police et autres archives jetaient une lumière crue sur les relations fracturées de la famille, notamment la jalousie d'Aziz et ses ressentiments grandissants. D'après ces documents, la combinaison de la perte de son rôle de chef de famille, l'éloignement émotionnel de sa femme et de ses enfants, et sa vision profondément conservatrice des relations interpersonnelles aurait nourri une colère latente. Celle-ci s'est finalement transformée en un sentiment de vengeance, culminant dans l'atrocité du massacre. Ce portrait d'Aziz, de plus en plus isolé et dépassé par les changements autour de lui, apporte un éclairage tragique mais insuffisant sur un acte qui reste malgré tout incompréhensible. Malgré ces éléments, il reste quand même
Difficile d'expliquer de manière rationnelle les pensées et les émotions qui ont pu pousser un homme à commettre un acte aussi impitoyable et irréversible. Une source possible du ressentiment d'Aziz provenait de sa relation tendue avec son beau-frère, Hossein Zareh. D'après les rapports de police, Aziz avait confié à un ami qu'il partageait un passé douteux avec Hossein. Lors de certains voyages, les deux hommes avaient menti à leurs épouses respectives pour louer des chambres d'hôtel et rencontrer plusieurs prostituées. Cependant, Aziz croyait fermement que Hossein avait trahi sa confiance en révélant ses indiscrétions, mais uniquement celle d'Aziz à Zoreh, la sœur de Nasrin. Cette trahison perçue aurait non seulement ébranlé leur relation, et là pour le coup, bon, il y a de quoi, mais également nourri un profond ressentiment chez Aziz envers Hossein. Ce ressentiment pourrait, pourquoi pas, expliquer pourquoi Aziz cherchait à le piéger en plaçant l'arme dans sa main après le massacre afin que ce soit lui qui soit incriminé de ce meurtre. La séparation du couple Nasrin et Aziz a également marqué un tournant décisif. En quittant son mari, Nasrin avait pris avec elle leurs enfants, laissant Aziz seul dans la maison familiale, dépourvu d'électricité et d'eau courante. Cette situation humiliante pesait lourdement sur Aziz. Kimberly Garcia, une collègue de Nasrin, a confié à la police que sa collègue avait décidé de quitter Aziz parce qu'il ne respectait pas, selon elle, sa responsabilité musulmane. Cette responsabilité en question était celle de subvenir aux besoins de sa famille. Le sentiment d'abandon et d'exclusion de l'homme était exacerbé par sa relation tendue avec sa belle-sœur, Zoreh. Aziz pensait que cette dernière exerçait une influence considérable sur Nasrin et les enfants, par ailleurs, les détournant de lui. Il estimait qu'elle s'ingérait dans son mariage et qu'elle jouait un rôle clé dans l'éloignement de sa famille. Marc Blegari, un ami proche de l'homme, a confirmé ce sentiment d'isolement et surtout d'aliénation. Lors d'un interrogatoire téléphonique avec la police, Marc a déclaré qu'Aziz lui avait exprimé à plusieurs reprises sa frustration, affirmant que Zoreh contrôlait sa femme et ses enfants. Ce dernier se plaignait que Zoreh l'aurait dépeint comme un homme mauvais auprès de sa femme et ses enfants, ce qui avait creusé davantage le fossé entre lui et sa famille. Selon Marc, le rejet qu'Aziz a ressenti avant la fête de Noël a peut-être été le point de rupture. Ce dernier lui avait confié son intention de se rendre à la fête, mais il avait finalement été informé qu'il n'était pas le bienvenu. Cette exclusion a été perçue comme une attaque directe contre sa dignité. Dans les mois qui ont précédé l'attaque, Nasrin avait exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant son ex-mari. Elle avait confié à la direction de son appartement qu'elle le craignait, craignant qu'il ne devienne imprévisible. Un collègue avait également révélé que la femme lui avait confié que son ex-mari avait du mal à accepter leur divorce imminent. Dans son entourage, Aziz n'avait pas une réputation sans tache. Un voisin de Colleyville l'avait surnommé Peking Hit Bob en raison de ses déclarations passées sur le port d'une arme à feu. Aziz avait mentionné à ce fameux voisin qu'il se sentait obligé d'être armé pour régler des problèmes liés aux petits amis de sa fille. Ces éléments, bien que troublants, n'avaient pas suffi à alerter les autorités avant la tragédie de Noël 2011. Le mercredi 28 décembre, la communauté de Grapevine s'est rassemblée pour une veillée aux chandelles, un moment empreint de tristesse et de solidarité. Amis, voisins et autres membres de la famille se sont réunis pour pleurer la perte des 6 membres de la famille Yazdampana, unis par un chagrin collectif. Nasrin est restée dans la mémoire de ses proches comme une mère dévouée, une vraie lionne, une mère infatigable, toujours prête à faire passer sa famille avant elle-même. Kimberly Garcia, sa collègue, a salué son altruisme ainsi que sa générosité, se souvenant de la manière dont cette femme apportait régulièrement des plats faits maison pour tous ses collègues, même lorsqu'elle était malade. Jonathan, le petit ami de Sarah, la nièce de Nasrin, a partagé un souvenir précieux de leurs derniers moments ensemble, seulement 2 jours avant le massacre. Cette veillée aux chandelles a non seulement permis de rendre hommage aux victimes, mais elle a aussi rappelé l'impact durable de leur tragédie sur une communauté entière, marquée à jamais par la perte de la famille Yazdampana. Cette tragédie s'est produite pendant les vacances de Noël, une période censée être pleine de joie, d'amour et de rassemblements familiaux. Cette réalité rend le drame encore plus déchirant, car la douleur de la perte a emporté une période habituellement marquée par la chaleur et l'unité. Je n'ose imaginer cette période de fête qu'a dû passer tous les proches de cette famille. Quant à Aziz,
Son incapacité à accepter le bonheur et le succès que sa famille avait réussi à bâtir sans lui l'a littéralement rongé. Plutôt que de chercher la paix ou d'accepter leur bonheur, il a choisi de détruire ce qu'il ne pouvait plus contrôler. Pour lui, si sa famille ne pouvait pas être la sienne, personne d'autre ne pourrait la posséder. Il a ainsi pris une décision irréparable, plongeant dans la violence pour tenter de se réapproprier ce qu'il avait perdu. Et je trouve ça vraiment terrible. Encore une fois, ce n'est pas la première fois que je vous le dis, mais je le dis pour les nouveaux. Lorsque l'on se met en couple, on accepte que cette personne puisse un jour ou l'autre, pour X ou Y raison, partir loin de nous. Nos femmes, nos maris, nos enfants ne nous appartiennent pas. Ce sont des êtres à part entière et si une relation se termine, eh bien il faut simplement laisser cette relation s'achever, s'en aller et faire son deuil de son côté et aller de l'avant. Lorsque l'on tue une personne, lorsque l'on tue sa femme parce qu'elle décide de nous quitter, c'est elle que l'on punit. Certes, on lui arrache la vie. Alors ça c'est sûr, hein, elle ne pourra plus être avec quelqu'un d'autre que nous. Mais on arrache également cette vie à ses proches, à sa famille, à ses enfants, pourquoi pas nos propres enfants. Mais également, on gâche notre propre vie en s'offrant une vie dans un milieu carcéral. Et ce n'est pas ça la liberté. Les personnes avec qui nous sortons ne nous appartiennent pas. Quand bien même on a pu se marier avec ces personnes, ce ne sont pas nos propriétés, ce ne sont pas nos steaks. Nous ne sommes pas des chiens et eux des petites babales après qui on court. Donc si vous n'êtes pas prêt à gérer une séparation, si vous n'êtes pas prêt à accepter que cette personne puisse un jour partir loin de vous et vivre un autre amour dans les bras de quelqu'un d'autre, ne vous mettez pas en couple et pourquoi pas aller suivre une thérapie, ce qui pourrait éventuellement vous aider à entrevoir les relations d'une manière complètement différente et avoir des relations saines par la suite. J'espère en tout cas que ces mots auront pu pourquoi pas aider l'un ou l'une d'entre vous et j'espère aussi que cette affaire était encore inconnue pour vous. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires et si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous, à très bientôt. Ciao.